Bienvenue dans le Culture Mag, le magazine des arts et des spectacles. Aujourd'hui, nous allons particulièrement nous intéresser au cinéma israélien. Pourquoi s'exporte-t-il si bien? Quelles sont les nouvelles thématiques de ce cinéma? Est-ce que ce sont les conflits, les sujets de société? Où se placent les femmes dans ce succès? Pour en parler, notre invité, Ariel Schweitzer, historien de cinéma, critique de cinéma au Cahier du cinéma et enseignant. Merci d'être avec nous, Ariel Schweitzer. Merci de votre fidélité à i24 News. Merci Ariel. Avant de parler avec vous de cinéma israélien, je voudrais qu'on fasse un point sur les news du jour, des news qui concernent aussi du cinéma, avec un succès français à New York. L'Académie des Emmy Awards a récompensé la série télévisée Les Revenants, sacrée meilleure série dramatique. C'est une sorte de fantôme qui a cartonné sur la chaîne Canal+. Les Emmy ont également salué le documentaire franco-israélo-palestinien 5 caméras brisées qui a remporté, lui, l'Emmy international du meilleur documentaire. 19 pays étaient en compétition à New York, 36 nominés pour une cérémonie qui récompense chaque année le meilleur du cinéma à la télévision, mais en dehors des États-Unis. Du cinéma encore avec une polémique, celle de la chanson qui accompagne en France la sortie du film La Marche. Ce long métrage, signé Nabil Ben Yadi, revient sur la marche pacifique et antiraciste qui avait réuni plus de 1000 personnes en France en 1983. Et en marge de cette sortie, il y a une chanson dont les paroles posent problème. C'est une collaboration des plus grands rappeurs du moment en France, Akhenaton, Cool Chain, Diziz, La Peste. Et puis dans ce morceau, des paroles appellent à l'autodafé du journal Charlie Hebdo. Les paroles opposent des filles voilées aux filles maquillées, traitent les gens de chiens. Le patron de Charlie Hebdo est effaré par la violence des paroles. Le producteur du film, lui, se défend. Cette chanson, dit-il, n'est pas dans la BO de mon long métrage. Et puis, pour finir, cette parodie hilarante qui fait le tour de la toile. Il y a quelques jours, le rappeur Kanye West sortait la vidéo de son morceau Bound 2. Une vidéo kitschissime, signée Nick Knight, et dans laquelle, entre autres, on voyait sa compagne, Kim Kardashian, semi-nue sur une moto. Eh bien, ça n'a pas traîné. La parodie est arrivée. Elle est signée cette fois des comédiens Seth Rogen et James Franco. Les deux acteurs ont repris toutes les séquences du clip et ils sont tous les deux enlacés dans une parodie extrêmement comique et décalée. C'est hilarant et ça fait le tour de la toile. Ariel Schweitzer, bonjour. Donc bonjour. Les images, le cinéma, c'est votre sujet. Vous êtes écrivain, donc journaliste. Vous venez de publier un livre, un deuxième livre consacré à l'histoire du cinéma israélien, préfacé par Harry Feldman. Est-ce que pour vous, c'est lui qui incarne ce renouveau du cinéma israélien? Oui, notamment son film Valse avec Bachir. Parce que ce film est caractérisé à la fois par son audace politique, la capacité de revenir d'une perspective autobiographique sur la guerre du Liban, sur les traumatismes de la guerre du Liban, et puis aussi par son audace esthétique. C'est un film qui a pratiquement inauguré un nouveau genre, le documentaire d'animation. Le cinéma israélien s'exporte très bien à l'international. Il raconte les malaises, les fractures de la société. Pourquoi, selon vous, marche-t-il si bien à l'étranger ? D'abord parce que la réalité israélienne est extrêmement dramatique. C'est une matière inépuisable pour le cinéma. Les cinéastes israéliens ont mis du temps pour trouver le langage adapté pour traiter de cette réalité israélienne. Pendant que vous parlez, nous regardons les images du film Le Policier qui a beaucoup aujourd'hui, marqué. Je pense que la jeune génération du cinéma israélien parvient à transmettre dans ce film la complexité de la société israélienne dans un langage extrêmement moderne, extrêmement contemporain. Qu'est-ce qui fait aussi que la France coproduise autant de films israéliens? Est-ce que ce sont les Israéliens qui manquent de moyens? Est-ce que c'est aussi une fascination pour la France, pour le fait d'être produit à l'étranger? D'abord, c'est le fruit des accords de coproduction qui datent de 2002, qui ont favorisé la reconnaissance d'un film franco-israélien en tant qu'une coproduction. Puis il y a une certaine proximité, je dirais, géographique et démographique, puisqu'il y a une très grande communauté juive en France. Et puis la France est plus
proche d'Israël que les États-Unis. La vie de Viens, qui était une coproduction aussi franco-belgeo-israélienne. Oui. Et le cinéma israélien essayait de nouer des liens dans les années 80 avec l'industrie américaine, mais ça n'a pas vraiment marché puisque le modèle hollywoodien n'est pas vraiment adapté au contexte israélien, qui est par la nature des choses, est une petite industrie de cinéma d'auteur. Donc je pense que le modèle français est beaucoup plus proche et naturel pour le cinéma israélien. Plus que le cinéma américain, par exemple, plus que les productions américaines? Oui, parce qu'on n'a pas la capacité d'entrer en concurrence avec les grosses productions américaines. Et le cinéma israélien est par essence un cinéma d'auteur. On va regarder, si vous voulez bien, les thématiques qui sont propres au cinéma israélien. Elles sont en train de changer. Alors, j'ai regardé en préparant cette émission, j'ai trouvé, vous allez peut-être me contredire, que Yaakov Ben-Dov de Kiev a été la première personne à faire du cinéma en Israël. Il avait trouvé une caméra, il a fait du cinéma documentaire. Donc, je me suis dit, tiens, le cinéma israélien a démarré avec le réel, a démarré avec le documentaire. Et aujourd'hui, on assiste à l'émergence de nouvelles thématiques, notamment la thématique religieuse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ce cinéma-là? Le cinéma israélien a été dominé pendant les 50 premières années du XXe siècle par le cinéma documentaire. C'était un cinéma de propagande glorifiant les systèmes de valeurs sionistes socialistes en vigueur à l'époque. Et effectivement, Yaakov Ben-Dov était l'un des pionniers du cinéma israélien. Et puis, à partir des années 50 et surtout dans les années 60, le cinéma israélien était en train de s'ouvrir à d'autres pratiques cinématographiques, à d'autres genres. D'abord, le cinéma de fiction, à travers les modèles de cinéma de genre, les films de guerre, centrés principalement sur la guerre de 1948, la guerre d'indépendance. Oui, ça c'est le cinéma politique. Mais là, pendant que vous parliez, nous regardions des images notamment du film My Father, My Lord. Qu'est-ce qui fait que le cinéma religieux prend par exemple aujourd'hui une place importante? Tout simplement, la question religieuse est devenue extrêmement centrale aujourd'hui en Israël. Il y a un renforcement évident de la communauté religieuse en Israël qui se manifeste aussi par son poids politique qui ne cesse de grandir. Mais la force du cinéma, c'est de s'interroger d'une manière extrêmement subjective et personnelle à travers un point de vue spécifique sur la place du judaïsme dans la société israélienne qui se dit moderne. Mais à contrario, est-ce qu'il y a également un cinéma normal, avec des thématiques normales, banales? Oui, pendant des années, la thématique dominante dans le cinéma était la thématique politique, le conflit principalement israélo-palestinien, plus globalement israélo-arabe. Et depuis, je dirais, une dizaine d'années, on sent une forme de normalisation du cinéma israélien, c'est-à-dire que le cinéma politique reste quand même extrêmement important. Bethléem est en train de faire un carton en Israël. Le film Bethléem. Mais c'est vrai qu'il y a des films qui sont plus simples, Sumo à 5 heures de Paris, du Sumo, on pourrait dire des thématiques presque de société banale. Effectivement, et même le développement des genres dits mineurs. Par exemple, il y a maintenant toute une série de films d'horreur, de films d'horreur tournés en Israël et qui s'exportent très bien à travers le monde, comme le film de Big Bad Wolf. Que Quentin Tarantino a glorifié. Et qui est en train de faire actuellement le tour du monde. On a une production indépendante extrêmement intéressante. Ça change un peu l'image d'Israël. Ariel Schwetzberg, si vous voulez bien, on va continuer notre petite discussion. On va parler des femmes et de l'humour avec Uri Zohar. Mais tout de suite, je vous propose de regarder les highlights, l'agenda des expositions. Et c'est signé David Gombin. Le MoMA de New York présente Magritte, le mystère de l'ordinaire. Cette exposition se concentre sur la découverte du surréalisme par le célèbre artiste belge. En 1926, Magritte veut peindre des œuvres qui défient le monde réel. Cette période surréaliste durera jusqu'en 1938, au tournant de la Seconde Guerre mondiale. Cette exposition rassemble plus de 80 œuvres, peintures, collages, photographies, mais aussi réclames. Cette exposition se donne ainsi pour objectif de porter un regard neuf sur la personnalité du peintre surréaliste. Jusqu'au 12 janvier. L'expo Bachar Assad, non temporaire, à Tel Aviv, fait évidemment référence aux événements actuels en Syrie. Une exposition qui tente d'approcher l'image du pays et de son leader sous un angle différent.
Certains utilisent l'humour, d'autres vont à l'encontre des stéréotypes, alors que d'autres encore expriment leur empathie ou leur peur. Peinture, sculpture, graphe et collage. Utilisant différentes techniques, ces artistes israéliens essayent de poser un regard nouveau sur leurs voisins. Parmi ceux-ci, Zeev Engelmeir, Boaz Sides, No Burstein et Dioz, à découvrir à la galerie Binyamin à Tel Aviv. L'icône rock et punk Lou Reed est décédé il y a tout juste un mois. Toute une pléiade d'hommages lui ont été rendus. Celui rendu par la Galerie des Multiples à Paris est original et différent. Walk on the White Side, une exposition réunissant photographie, sculpture, tatouage mural ou encore installation. Des grands noms de l'art contemporain réunis pour affirmer haut et fort qu'avec la mort du prince de Velvet Underground, le rock est bien mort. Marché du Côté Sauvage à Paris jusqu'au 11 janvier. Nous sommes avec Ariel Schweitzer, on parle cinéma, aujourd'hui cinéma israélien. Vous venez de sortir donc ce deuxième opus consacré à l'histoire du cinéma israélien. Ariel Schweitzer, je voudrais qu'on parle des femmes. Quelle est leur place dans ce succès du cinéma israélien ici et à l'étranger ? Donc, je ne sais pas si on peut parler d'une esthétique féminine dans le cinéma israélien, mais on peut sûrement parler, je dirais, d'un regard féminin et d'une sensibilité féminine. Et des noms comme Keren Yedaya, Ronit Elkabetz, Agar Ben Asher, Michal Aviad sont en train de bouleverser actuellement le cinéma israélien par des films justement marqués par cette sensibilité féminine. Et c'est très important parce que ces films, même quand ils ne traitent pas directement de thèmes politiques, sont inévitablement politiques parce qu'ils interrogent de l'intérieur une société dominée par un système de valeurs masculin, viril, tournant autour de l'armée. Et ce regard féminin donc permet de se poser des questions sur l'héritage de cette tradition extrêmement masculine et vigoureuse dans la société israélienne actuelle. Ariel Schweitzer, vous avez organisé en France une rétrospective consacrée à un grand réalisateur israélien, Uri Zohar, qui a été reprise dans d'autres cinémathèques. C'était alors le réalisateur des années 60-70 qui s'amusait, qui jouissait de la vie et qui est devenu maintenant un rabbin. Il parle plus à personne sauf à vous, c'est ça? Il parle à quelques personnes, mais de sa propre communauté religieuse orthodoxe. Alors on regarde Metzisim, il avait réalisé Metzisim. Oui, c'est un cinéaste, c'était vraiment le chef de file d'un courant du cinéma moderne qui s'appelle la Nouvelle Sensibilité. C'était un cinéaste anarchiste, libertin, qui a provoqué un véritable choc dans la société israélienne, dont il fut l'un des icônes vers la fin des années 70 quand il a décidé de devenir religieux. Donc, Vous lui avez demandé pourquoi il était devenu religieux, pourquoi il avait quitté le cinéma et parce qu'il avait des problèmes de limites dans sa vie. Il n'arrivait pas à poser des limites dans sa vie de couple, dans sa vie sexuelle, même dans sa vie artistique. Et c'est peut-être quelqu'un qui avait besoin... orthodoxe, un religieux orthodoxe. Oui, il avait besoin peut-être d'une autorité extérieur pour lui imposer ses limites. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, il se sent beaucoup plus sûr dans sa position actuelle de rabbin ultra-orthodoxe. Il se permet de parler, d'évoquer sa carrière cinématographique. Et même, il m'a confié qu'il voit aujourd'hui sa vie religieuse comme une forme de prolongement de quête personnelle qu'il a initié, qu'il a commencé dans sa vie artistique comme un cinéaste. Alors, ça n'a pas tout à fait un rapport, mais vous allez présenter à Tel Aviv un film titré Six Actes, qui a un rapport un petit peu avec l'actualité et avec les débords sexuels. Oui, c'est un film qui va sortir sur les écrans en Israël d'ici une dizaine de jours. C'est un film d'un jeune cinéaste, un premier film. Il s'appelle Jonathan Gurfinkel. Et c'est un film qui parle d'un groupe de jeunes de la crème d'Israël, de l'élite financière et économique. La nouvelle bourgeoisie. Oui, qui abuse sexuellement
sexuellement d'une jeune fille de 15 ans. On n'y voit pas d'écho à Uri Zohar, mais peut-être un écho à Eyal Golan. Justement, on a beaucoup parlé ces derniers jours de ce film en résonance avec l'affaire Eyal Golan, ce chanteur qui a été accusé d'avoir des rapports sexuels avec des filles mineures. Mais on a transformé le film en une sorte d'événement sociologique. Et moi, je souhaite qu'on le regarde d'abord comme un événement cinématographique et esthétique, parce que c'est d'abord un très grand film. C'est ce film-là que vous voulez présenter. Il est titré Youth. Non, le film s'appelle Six Acts de Jonathan Gofinkel, et il fait partie d'une vague de films que j'appelle le cinéma de la contestation sociale, de films qui parlent de la société israélienne capitaliste, où les différences des classes ne cessent de croître, de l'appauvrissement de la classe moyenne en Israël, dans une perspective subjective de Jean cinéastes, dont c'est le premier film. Et je peux évoquer aussi Nadav Lapid avec les policiers. Dont on a vu des images. Merci. Merci Ariel Schweitzer. Je reparle de votre livre, Le nouveau cinéma israélien. Merci d'être venu sur ce plateau nous éclairer de votre science. Merci beaucoup. C'est la fin du Culture Mag. Merci de votre fidélité.